Bienvenue à Cogito, l'émission qui fait la lumière sur la recherche et la création étudiante à la maîtrise et au doctorat de l'Université Laval. Cette semaine, nous étudions le droit international. Christian Essou nous parle de migrants clandestins secourus en eau internationale. Nous interrogeons les lois actuelles sur le bien-être animal avec Sabine Brels. Et Zacharia Sorgo nous parle des règles en matière de dénomination géographique des produits. Bonjour, je suis Christian Essou, je suis au doctorat, je me spécialise en droit international à la faculté de droit. Je travaille sur les migrations clandestines par la mer, le principe du non-refoulement tel qu'il est appliqué aux personnes secourues en espace maritime. En fait, je travaille plus spécifiquement sur le lieu de débarquement de ces personnes-là, car elles ont été secourues par les États ou par un navire qui est en train de naviguer dans ces eaux-là. Le migrant clandestin, c'est toute personne non documentée, toute personne qui n'a pas le titre de séjour, le titre d'entrée légal dans un État, mais qui, par des moyens, des voies détournées, essaie de contourner le contrôle des États pour pouvoir pénétrer sur le territoire. Ça, c'est la définition la plus large qu'on peut donner. Il y a plusieurs types de migrants clandestins. Il y a dans l'espace quand on considère le contexte maritime, il y a les passagers clandestins et puis il y a les boat people. Les boat people, ce sont des personnes qui utilisent des pirogues artisanales ou d'autres moyens de navigation pour pouvoir accéder au territoire des États. Le migrant n'est pas un hors-la-loi dans la mesure où il est protégé dans certaines circonstances. Je précise. Il y a plusieurs types de migrants clandestins. Il y a ceux qui vont à la recherche de la survie, de meilleures conditions de vie socio-économiques dans des pays occidentaux. Il y a ceux qui sont effectivement menacés de mort dans leur pays d'origine. Donc il faut à chaque fois distinguer, quand on parle de migrants clandestins de façon générale, il faut distinguer c'est quoi le statut juridique, parce que parler de migrants clandestins, ce n'est pas un statut juridique, c'est une expression plutôt d'ordre factuel, qu'on utilise, c'est une expression terre à terre, si vous voulez. Les polices qui patrouillent les eaux nationales et puis les eaux internationales, il y en a dans tous les pays côtiers. Chacun de ces pays-là a mandaté ses forces, que ce soit les troupes de police ou même des forces de contrôle douanier, de pouvoir contrôler non seulement l'entrée de produits illicites, mais également l'entrée de personnes contre les lois nationales d'immigration. En Europe particulièrement, il y a une agence, l'agence Frontex, qui s'occupe d'harmoniser le contrôle aux frontières extérieures de l'Europe. Donc il ne s'agit plus seulement des forces nationales, mais il s'agit d'une coalition de forces sous le mandat de coopération d'une agence supranationale, donc l'agence européenne. Donc cette agence essaie de coordonner le contrôle aux frontières. Le régime du contrôle maritime est déterminé principalement par la Convention internationale des Nations Unies sur le droit de la mer. Et selon cette convention, il y a deux types d'espaces à considérer pour savoir quel est le droit qui s'applique, quel est le droit qui détermine l'action des États. Le premier type d'espace, c'est l'espace dans lequel les États exercent leurs compétences territoriales. Par compétence territoriale, on peut entendre la souveraineté territoriale. Ça veut dire que dans ces espaces-là, il s'agit des eaux intérieures, il s'agit de la mer territoriale. Dans ce type d'espace qui est soumis à la compétence territoriale de l'État, à la souveraineté de l'État, il peut contrôler l'entrée de personnes, il peut faire tout ce qui lui est permis normalement comme sur son territoire terrestre. Alors que la différence entre ce type d'espace et puis les eaux internationales, c'est que ces actions permises sont limitées dans le sens où il ne peut pas revendiquer sa souveraineté sur cet espace-là. Il y a quelques actions limitées qui lui sont permises. Par exemple, s'il soupçonne un navire de se livrer au transport d'esclaves, s'il soupçonne un navire qui se livre au trafic d'êtres humains, s'il soupçonne un navire de le posséder de nationalité. Parce que justement, dans cet espace de haute mer, qui n'est pas soumis à sa compétence territoriale, il y a le principe qu'on appelle
l'exclusivité de la juridiction du pavillon. Le pavillon, c'est quoi? C'est le drapeau qu'un État permet d'aborer sur un avis acquis. Il a octroyé sa nationalité. Et cette nationalité-là fait que cet État qu'il a octroyé est le seul à pouvoir exercer sa juridiction en haute mer sur le navire. Quand un migrant débarque sur un territoire donné, la première règle qui s'applique à lui sur le plan local, c'est le droit territorial, le droit de l'État dans lequel il a débarqué. Mais cet État se situe dans un environnement mondial qui ne peut aujourd'hui se passer du droit international. Donc, même si c'est son droit qui paraît s'appliquer, il y a d'abord le droit international qui s'applique. Il faut d'abord savoir c'est quoi les motifs de départ de cette personne, pour quelles raisons elle a quitté chez elle. Deuxièmement, quelle est sa nationalité? Et par rapport à ces deux éléments, on saurait, l'État doit analyser si la personne se présente pour demander l'asile. L'État a l'obligation d'analyser sa demande d'asile pour déterminer si effectivement cette personne, le droit international, impose de la protéger. On doit tenir de toutes les circonstances entourant le départ d'une personne pour pouvoir définir c'est quoi le lieu dans lequel elle va se sentir en sécurité. Quand toutes ces personnes n'ont pas les mêmes raisons de fuir, on ne peut pas les protéger de la même façon parce qu'elles ont des besoins différents. D'où la définition du lieu sûr que je donnerais personnellement, c'est de dire là où chaque personne se sent effectivement en sécurité, premièrement épargnée par le danger de mer et épargnée également à long terme par la menace qu'elle fuyait si cette menace se retrouve encadrée par le droit international qui interdit de la renvoyer vers le pays où existe cette menace. En toute humilité, je ne pense pas pouvoir forcer un État à faire quoi que ce soit, mais les tests, les conventions auxquelles ils ont adhéré, les accords internationaux qui régissent la matière, les obligent à des standards de protection auxquels ils ne peuvent pas se dérober. Quand on s'engage dans un test international, il faut pouvoir le réaliser, donner vie, donner existence à ces engagements. C'est possible de pouvoir trouver ce consensus-là et d'harmoniser les comportements, les standards de débarquement en se conformant non seulement au droit de la mer, mais au non-refoulement. D'après mes recherches, c'est la manière dont on croisera le droit de la mer et le principe du non-refoulement. De cette façon, on trouvera les bons arguments. Ça reste un travail doctrinal, mais vu ce que ça rapporte et aussi en termes de protection, les personnes auxquelles ça va servir, ça ne va pas servir juste les migrants, ça va également servir à modéliser les politiques de débarquement. Donc servir aux politiques, servir aux avocats, servir aux juges. Je me dis que c'est le seul instant que j'ai pour bien le faire et ça me passionne, je le fais comme ça. Et chaque fois que je semble découragé ou dans la léthargie, j'aime avoir les écrits qui sont dans la bibliothèque et je me dis, toutes ces personnes-là, elles ont fait leur œuvre comme depuis 200 ans, une centaine d'années, d'autres plus récemment. On continue de voir le travail. Donc, quelles que soient les démotivations qui peuvent pointer parfois, en voyant ces bouquins, j'arrive à me remotiver. Bonjour, je m'appelle Sabine Brels et je termine mon doctorat sur la protection internationale du bien-être animal à la faculté de droit. Ma recherche porte sur le droit relatif à la protection du bien-être animal dans le monde. Les principes qui régissent le bien-être animal sont de plusieurs sortes. Il existe des principes techniques, comme les 5 libertés en matière d'élevage ou les 3 R en matière d'expérimentation, qui visent à réduire la souffrance des animaux. Réduction, remplacement, raffinement. Les animaux doivent être remplacés à chaque fois que c'est possible par des modèles non animaux, comme par exemple les modèles informatiques ou les cellules souches. Le principe de réduction selon lequel il faut utiliser le moins d'animaux possible pour l'expérimentation. Et le principe de raffinement qui consiste à éviter ou à réduire la douleur autant que possible par des anesthésies ou des analgésiques par exemple. Et j'ai pu déduire de mes recherches des principes juridiques universels comme
la non-cruauté ou le devoir de ne pas être cruel envers les animaux, ou encore le principe de bientraitance selon lequel il faut bien traiter les animaux sous notre responsabilité. Pour analyser le droit de la protection du bien-être animal, j'ai choisi un champ de recherche global, de sorte à avoir une vue d'ensemble de ce domaine juridique spécifique. Cette recherche exhaustive n'a jamais été encore réalisée pour l'instant et c'est ce qui fait son caractère à la fois original et inédit. J'ai pu dégager 3 niveaux de protection principaux. Le niveau national, où j'ai recensé des lois de protection dans 65 pays dans le monde, qui se trouvent sur tous les continents, y compris en Afrique ou en Asie. Il y a aussi le niveau européen, où le corpus juridique est très important sur la protection du bien-être animal. Et aussi le niveau international, où notamment le bien-être animal est reconnu comme une priorité au sein de l'Organisation mondiale de la santé animale depuis le début des années 2000. En France comme au Canada, les animaux bénéficient d'une protection minimale face à la cruauté. Cette protection est contenue dans les articles du Code criminel au Canada et du Code pénal en France. Et au Québec en particulier, il existe une loi, la loi sur la protection sanitaire des animaux. Le Québec n'est pas la province la plus avancée en termes de protection animale au Canada. Il y a par exemple l'Ontario qui est une province assez bien placée en matière de protection. Et la France est aussi très loin d'être le pays européen le plus avancé en matière de protection animale. Les pays anglo-saxons notamment et d'autres pays européens sont beaucoup plus avancés que nous en matière de protection des animaux. Si on souhaite empêcher les souffrances des animaux, il faut adopter des mesures d'interdiction des souffrances générées par certaines pratiques. Pourtant, on constate que de plus en plus de pratiques sont interdites, comme notamment les cages en batterie pour les poules pondeuses, les stalles pour les truies gestantes ou encore les tests sur les animaux pour les produits cosmétiques. Tout ça au niveau européen. Et également, certains secteurs d'activité sont aujourd'hui remis en cause et même interdits dans certains pays, comme par exemple les élevages pour la production de fourrure ou la production du foie gras, ou encore les cirques avec animaux. Plusieurs pays d'Amérique latine ont adopté une telle interdiction. Et récemment, le Costa Rica a même relâché dans la nature les animaux issus de zoos et de cirques. Certaines souffrances sont dites acceptables ou tolérables en vertu d'autres intérêts jugés comme supérieurs, comme par exemple les intérêts de nature économique ou culturelle. Et quant aux souffrances dites nécessaires, aujourd'hui, toutes les pratiques ou les activités dites nécessaires sont pourtant remises en cause du point de vue de l'éthique animale. Et on peut dire aujourd'hui que toutes les souffrances dites nécessaires sont pourtant des souffrances évitables. On peut les éviter notamment par le biais de produits de substitution, comme les produits végétaux à la place des produits animaux, ou des méthodes alternatives, comme par exemple l'utilisation de modèles non animaux dans le cadre de l'expérimentation. La réglementation des espèces domestiques et sauvages en captivité est sensiblement la même, à savoir qu'un bien-être minimal des animaux doit être assuré, notamment en leur donnant une alimentation suffisante, un abri convenable et des soins appropriés. Le Québec dispose d'un règlement sur la faune en captivité et ça en fait un exemple assez exceptionnel dans le monde, sachant que très peu d'endroits bénéficient d'une telle réglementation. Toutefois, seuls ces principes-là sont consacrés dans ce règlement et ce règlement, par exemple, ne précise pas la dimension des enclos, par exemple la dimension minimale que doivent avoir les ours polaires pour être bien, ou également le fait que les espèces sociables doivent être à plusieurs, même en captivité. Il existe des mesures de conservation dites in situ, c'est-à-dire à l'état naturel, et des mesures ex situ, c'est-à-dire en captivité, pour conserver les espèces menacées. Et pour mieux les préserver, il faudrait déjà commencer par moins détruire leur habitat naturel et mieux les protéger, notamment aussi en empêchant le prélèvement des espèces reconnues comme étant menacées. Au Canada, par exemple, même si l'ours polaire est reconnu comme une espèce vulnérable, entre 500 et 600 ours polaires sont tués chaque année pour la chasse, alors même qu'on sait aujourd'hui que cette espèce est gravement menacée par le réchauffement climatique.
La question du bien-être animal fait aujourd'hui l'objet d'une préoccupation croissante au niveau mondial. De plus en plus de mesures juridiques sont adoptées partout dans le monde et à tous les niveaux. Et la mobilisation sociale aussi ne cesse de croître. De plus en plus d'organisations de protection existent et les personnes se mobilisent de plus en plus pour protéger le bien-être des animaux. Le travail que j'effectue dans ma thèse va permettre d'établir les bases fondamentales du droit relatif à la protection du bien-être animal et aussi permettre d'attester l'existence de principes universels qui pourraient être reconnus dans un instrument de droit international, comme par exemple une convention cadre sur le bien-être animal qui pourrait être adoptée par l'ONU, comme il y a quelques années la Convention sur la diversité biologique. Déjà aujourd'hui, beaucoup de personnes ne mangent pas d'animaux, même parfois des sous-produits animaux. Il y a même un mouvement de plus en plus important qui s'appelle le véganisme et qui s'oppose à toute souffrance des animaux à travers ses achats et ses activités quotidiennes. Et je sais que c'est possible, étant donné que je suis moi-même végane et que je suis en parfaite santé, sans manger de produits animaux, sans porter d'animaux et sans cautionner la souffrance animale. Donc oui, je sais que c'est possible. Mon plus grand rêve serait qu'on puisse protéger véritablement le bien-être des animaux, en cessant de les considérer comme des êtres inférieurs, mais plutôt en les considérant pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres vivants, dignes de respect, et non pas des simples choses qui seraient à notre service. Et puis j'aimerais qu'on puisse tous œuvrer et aller vers un avenir moins cruel, un avenir qui serait plus moral et plus durable pour les générations futures. Bonjour, Zakaria Sorgo, étudiant en doctorat en études internationales, droit et économie et affilié au centre de recherche CREAT de l'Université Laval. Ma recherche porte donc sur les dénominations géographiques. C'est les indications géographiques de façon large qui englobent les appellations d'origine et les indications géographiques. Donc je l'étudie dans le cadre européen pour essayer d'appréhender comment est-ce que la protection de ces signes géographiques sont faites au niveau européen et donc comment est-ce que quelle est l'ampleur de la protection au niveau européen et quels pourraient être les effets sur les pays membres et aussi sur les pays tiers donc, qui commercialisent avec l'Union européenne. Les dénominations géographiques, on peut le considérer comme étant des marques. Mais ça serait abusif de dire que ce sont des marques dans le sens où elles s'opposent effectivement aux marques. C'est-à-dire ce sont des indications qui s'inscrivent sur des produits, qui réfèrent ces produits qu'elles désignent à un endroit géographique donné, à un pays géographique donné. Mais la spécificité, c'est qu'il faudrait que l'indication qui désigne ce produit puisse renfermer, donc le produit désigné renferme des caractéristiques liées au lieu de production. Le marque de certification, en fait, comme le thème le dit, certifie quelque chose. Donc, peut certifier l'origine d'un produit, peut certifier le respect de la qualité d'un produit par rapport à un aspect donné, environnement, respect des droits de l'homme, respect des droits des animaux, etc. Bref, toutes sortes d'aspects qu'on peut lier à la certification. Alors qu'une marque de commerce est une marque déposée par un individu, que ce soit physique ou moral, qui effectivement bénéficie pleinement du droit total de cette marque. Une marque de commerce est bien entendu c'est individuel, c'est privatif, alors qu'une indication géographique est ouverte à quiconque se retrouve dans la zone déterminée dans le cahier des charges, qui respecte les exigences de production du cahier des charges et qui est prêt à adhérer, qui est prêt à produire conformément à ces cahiers des charges-là.
une dénomination géographique n'est pas protégée par le pays. C'est-à-dire c'est un groupement de producteurs donc, qui forment une association ou un groupement, peu importe le nom qu'ils s'accordent, et donc qui demandent l'enregistrement d'une dénomination au niveau national d'abord. Donc ça passe en 2 étapes. Au niveau européen, il y a 2 étapes. Le rapport ressort que, de façon générale, les coûts de la demande d'enregistrement et de constitution de dossier peuvent aller de 2 000 jusqu'à 20 000 euros. Ça reste relativement moins cher que les marques de commerce. La différence avec des pays nord-américains, c'est que dans le pays nord-américain comme le Canada ou les États-Unis, la protection des indications géographiques existe, mais c'est via les marques de certification. Dans l'Union européenne, il existe des textes directs de protection, alors que dans les pays nord-américains, il faut passer par la protection, par les marques de certification. L'agneau de Charlevoix existe déjà au Québec. Il y a des dossiers qui sont en cours pour reconnaître des dénominations géographiques au Québec. Disons que le Québec se particularise un peu avec du reste du Canada, en ce sens où le Québec a un code civique. Donc dans son code civil, le Québec reconnaît effectivement la protection des dénominations géographiques. Au niveau international, pour les vins et les spiritueux, la protection est stricte et beaucoup plus rigoureuse. Mais pour les vins pour les autres produits, outre que les vins et les spiritueux, la protection reste assez standard, on allait dire. C'est-à-dire, il faudrait protéger les dénominations géographiques de telle sorte que le public ne soit pas en erreur quant à l'origine véritable du produit. Au niveau économique, la protection des dénominations géographiques améliore les revenus donc, des producteurs, permet d'informer le consommateur de la qualité du produit. Mon point de vue sur une législation claire, transparente au niveau international versus une législation au cas par pays, je suis un peu pour et contre. Dans la pratique européenne et les tests en vigueur en Europe, il y a une certaine ambivalence, dans le sens où l'exemple de certaines indications géographiques enregistrées en Europe, Emmental de Savoie ou Camembert de Normandie, on se rend compte qu'il y a quelque part là une certaine association. Soit le thème Camembert ou Emmental est générique, à ce moment ouvert à tout le monde, soit c'est un thème qui n'est pas générique, à ce moment on n'a pas besoin de l'associer, et à ce moment c'est lié à un endroit spécifique, mais pas besoin de le relocaliser dans des endroits Normandie, Savoie. Donc quelque part, le test en vigueur dans l'Union européenne qui interdit effectivement cette pratique se trouve transgressé par la pratique même européenne d'accepter ce genre d'indications géographiques. Donc je trouve là une certaine ambivalence. Les États qui partagent des dénominations géographiques, cela crée du commerce, c'est-à-dire est positif dans les flux de commerce. Versus les États qui n'ont pas d'indication géographique, que ce soit les États qui exportent ou les États qui importent mais qui n'ont pas d'indication géographique, on s'est rendu compte qu'il y a une diversion de commerce. C'est-à-dire, on a essayé d'expliquer cela, mais on s'est rendu compte que l'effet est négatif. Pour moi, c'était d'essayer de comprendre quels sont les effets que cette protection stricte peut avoir sur les flux commerciaux. La deuxième portée est beaucoup plus au niveau de la négociation que le Canada a eue avec l'Union européenne. Le Canada n'a pas encore, dans sa conception législative, des tests qui protègent directement les indications géographiques.
alors que le Canada a signé cette reconnaissance. Les produits protégés en Europe qui viendraient au Canada, quelles seraient les conséquences que cela pourrait avoir directement sur les produits au Canada et les produits légitimement exportables ou importables au Canada? Toutes les émissions de Cogito sont disponibles sur ulaval.tv. Merci d'encourager la recherche et la création étudiante des cycles supérieurs de l'Université Laval.